Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro en partenariat avec CGDIM Assurance. Nous allons parler de lutte contre la fraude, de cybersécurité et d'API. On y va ? Pour ce nouvel épisode de Tech, nous recevons Vanessa Deneuze. Vous êtes directrice de la transformation de Swiss Life France et Catherine Abivin, vous êtes présidente de CGDIM Assurance. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors on va commencer par les résultats de Swiss Life. Comment ça s'est passé l'année 2023 pour votre société ? Alors 2023 a été une année plutôt satisfaisante, quoique très hétérogène. On a eu sur la partie commerciale des très bons résultats, en particulier sur la santé et prévoyance. En vie, on a fait suite à quelques années de très forte croissance, donc on a été plutôt sur de la stabilisation. Voilà, pour le volet commercial. Pour le volet résultat, là, ça a été une des plus difficiles, principalement justement en santé et prévoyance et en dommages. On a fait face soit à l'inflation, mais on a aussi fait face à une dégradation de la sinistralité significative sur les trois domaines, santé, prévoyance et dommages. On va voir comment la technologie peut aider à lutter contre cette sinistralité qui se dégrade. Une première question sur l'intelligence artificielle. Comment vous l'utilisez aujourd'hui chez Swiss Life ? Alors, on l'utilise pour l'instant, pour être très honnête, on a surtout fait une longue phase d'analyse, d'appropriation de la technologie, de tout ce qu'elle implique. On a mis en place de la comitologie, des règles pour essayer de partir avec un maximum de prudence sur cette technologie qu'on maîtrise finalement quand même assez peu sur le marché aujourd'hui. On veut être prudent face aux risques qu'on appelle d'hallucination. On veut aussi rester en maîtrise pour que l'intelligence humaine continue à encadrer l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a identifié entre 8 et 10 cas d'usage sur lesquels on va se lancer en 2024. Donc ça y est, ça devient un concret, on va dire. On est principalement sur des cas d'usage qui donnent de la matière à nos équipes internes et pas forcément encore directement vis-à-vis du client. Donc on est sur des cas d'usage de knowledge management, donc d'accès à notre documentation pour que les gestionnaires soient plus pertinents et plus rapides quand ils cherchent de l'information. Et puis on a aussi des cas pour mieux identifier les demandes de nos clients, mieux les router, mieux les traiter. Et puis on imagine aller jusqu'à des débuts de réponses proposées aux gestionnaires pour, pareil, lui gagner du temps et homogénéiser notre communication vis-à-vis de nos clients et de nos apporteurs. Donc il y a toujours un être humain qui vérifie le résultat proposé par l'algorithme. Pour l'instant, oui. C'est l'idée d'y aller progressivement et je pense que plus on gagnera en confiance et en maîtrise et plus on élargira le spectre de nos cas d'usage. Est-ce que vous partagez cette vision un peu prudente sur l'utilisation de l'IA, Catherine ? Alors, pas complètement. Il faut être certes prudent, mais les humains aussi eux-mêmes font des erreurs. Voilà. Et donc, l'intelligence artificielle pourrait aussi en générer. Mais il faut la maîtriser et c'est effectivement avec la complémentarité homme-machine qu'il faut le gérer. C'est-à-dire pour moi, l'IA, ça ne doit pas être le tout machine, ça doit être un équilibre entre la machine et l'humain. Donc on a mis en œuvre un certain nombre de choses. Tout d'abord sur l'IA conversationnelle, c'est-à-dire sur les plateformes téléphoniques, où on arrive à reconnaître l'intention de l'appelant et ensuite à traiter soit directement l'appel par un message d'information avec derrière un raccroché ou pas, à identifier qu'il faut tout de suite orienter l'appel vers un niveau 2 par exemple, même à traiter directement certaines demandes comme réémettre une carte tiers payant automatiquement, donc sans intervention humaine. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'IA conversationnelle. On met aussi en œuvre, sur les plateformes téléphoniques toujours, de l'IA prédictive, c'est-à-dire qu'on est capable, avec l'historique des appels, mais aussi en agrémentant des données de gestion et de l'évolution de nos portefeuilles, de prévoir les besoins en ressources pour les jours à venir ou en tout cas la suite des événements et mieux cadrer des ressources en fonction même des jours de la semaine et des plages horaires pour mieux l'organiser et avoir un taux de décroché beaucoup mieux assuré. Et puis, en gestion opérationnelle, là, on mène
un projet de plus grande envergure pour mieux traiter tous les flux entrants, alors que ce soit des factures, des demandes de devis, des réclamations, que celles-ci nous parviennent soit par l'extranet, par des mails qui sont parfois peu structurés, par du courrier également. Et donc, la première tâche du process, c'est d'identifier de nouveau quelle est l'intention de l'appelant. Et ça, on le fait à travers de la techno NLP, donc d'intelligence artificielle, pour affecter les intentions dans des corbeilles. Ensuite, il faut identifier quel assuré est concerné, donc là également de l'IA pour faire ça. Puis ensuite, il faut traiter les documents en eux-mêmes, ou les mails, etc. Et là, on avait déjà des ladrades, par exemple, qui traitaient certains documents. Donc là, quand ça fonctionne, pas besoin de réinventer la poudre et de faire de l'intelligence artificielle pour de l'intelligence artificielle. Quand la ladrade fonctionne, eh bien, on recolle ce process-là derrière celui que j'ai décrit avant. Et puis quand il faut des choses plus sophistiquées, oui, on met en œuvre un peu plus d'intelligence artificielle. Voilà. Et nous, on n'a pas trop le droit d'être prudent. On est une entreprise de technologie, donc à nous quand même un peu d'essuyer les plâtres. D'accord. Et sur l'IA générative alors ? Dans la lignée de ce que j'ai dit avant, effectivement, on va dire qu'on met en place progressivement ces différentes technologies. Encore une fois, on est très dans une logique chez Swiss Life où on veut maîtriser ce qu'on fait. Donc on a tendance à vouloir apprendre par nous-mêmes. Mais je pense que ce que Catherine a dit qui est absolument essentiel, quelle que soit la forme d'IA ou de robotisation qu'on met, c'est de garder des hommes qui continuent à savoir ce que fait la machine, qui continuent à l'encadrer, et c'est eux aussi qui, à terme, vont la faire évoluer, lui faire apprendre et la garder la plus performante possible. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure d'augmentation des prestations. Face à cette augmentation, la lutte contre la fraude devient une priorité pour les entreprises du secteur de l'assurance, surtout pour aller chercher de la marge technique. Comment vous faites chez Swiss Life ? Quelle est votre stratégie ? Alors effectivement, il faut avouer qu'on a passé beaucoup d'années à se professionnaliser sur un certain nombre de... on était beaucoup sur l'avant-vente, on était beaucoup évidemment sur la relation client. C'est vrai qu'aujourd'hui, les indus et la fraude, donc la maîtrise des prestations, est vraiment au cœur de nos préoccupations, aussi par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les résultats qu'on a pu avoir ces dernières années. Il est vrai que les réseaux sociaux, la capacité à partager les bons trucs, donne plus de facilité à nos assurés qui essaieraient de frauder. Donc on y travaille beaucoup. On y travaille donc, sur la partie indue, sur le fait de mieux maîtriser les données de nos assurés. Donc là, on a la chance d'avoir la DSN sur tout ce qui est collectif, qui nous permet d'avoir quand même de la donnée très fraîche. Donc on fait au mieux pour la traiter en instantané. On retravaille aussi beaucoup nos parcours, notamment autour du tiers payant. On a les services en ligne qui nous permettent aussi aujourd'hui d'avoir des appels en temps réel. Et donc on n'a plus le problème, de moins en moins, on va dire, le problème qu'on avait avec l'attestation tiers payant qui pouvait avoir des mois ou des semaines de décalage avec la réalité. On travaille beaucoup aussi sur, Catherine l'a un peu évoqué, sur les sujets d'identification des documents, donc les OCR, le scan des factures et l'identification de factures falsifiées. Et puis tout ce qui est data science aussi, pour essayer de repérer des comportements qui nous sembleraient suspicieux sur des prestations qu'on sait à risque. Le dentaire, la chambre particulière, on sait que c'est des prestations à risque, donc celles-là, on prend un peu de temps pour les analyser, là où avant on avait tendance à privilégier le délai de remboursement pour être les plus efficaces possibles. Aujourd'hui, on accepte de se mettre des pauses et des temps de contrôle, aussi dans l'optique de privilégier nos assurés qui, eux, sont sains, et donc de ne pas leur faire payer à eux le coût des autres, quoi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord également sur le fait qu'il faut temporiser sur le délai de remboursement afin de mieux détecter les cas de fraude ? Alors, temporiser si nécessaire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument détecter le plus de fraude a priori, c'est-à-dire avant le paiement. Parce qu'aller récupérer les indus, c'est chronophage, ça coûte cher, et puis on ne les récupère pas tous, donc on a une déperdition. Pour autant, dans certains cas de figure,
on ne peut pas tout faire a priori. Je prends un exemple, et donc c'est ce qu'on fait dans les algorithmes qu'on développe en intelligence artificielle, d'ailleurs avec notre partenaire Shift Technology. Par exemple, on croise les remboursements en tiers payant et hors tiers payant. Et ça, on ne peut le faire qu'a posteriori, une fois qu'on a traité les deux séparément. C'est-à-dire chacun séparément n'a pas de raison d'être identifié comme une fraude, mais les deux cumulés, oui. Autre élément, on est obligé aussi d'attendre parfois a posteriori. Je prends un autre exemple. À l'hôpital, par exemple, on recherche les factures qui sont strictement identiques pour deux personnes protégées qui se connaissent en tous les cas, qui relèvent d'un même contrat, parce qu'on soupçonne que une deuxième facture a été recopiée sur la précédente. Et on en trouve. En fait, sur des factures un peu complexes, c'est le cas. Et ça, on ne peut le trouver qu'a posteriori. Donc voilà, on essaye de trouver tout ce qu'on peut faire a priori, on le fait, mais parfois, il faut attendre et donc aller récupérer des indus. Est-ce que les résultats sont probants sur cette stratégie et ces programmes de lutte contre la fraude? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous faites? Alors oui, on en trouve. Donc oui, on est toujours content quand on en trouve. Après, c'est de l'investissement permanent aussi, donc difficile de mesurer le véritable ROI de ce qu'on fait. Dans tous les cas, c'est sain, parce que plus on en voit et plus on limite la propagation des pratiques. Ça, c'est évident. Après, un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure aussi, un des vrais leviers de notre identification de la fraude et des indus, ça reste aussi l'œil aguerri des gestionnaires qui arrivent à voir des choses encore aujourd'hui qui nous tirent vers le haut. Et vous arrivez à quantifier les résultats? Oui, on les mesure absolument, puisque comme on vend la solution et le service, on est obligé vis-à-vis de nos clients de tracer tous les gains et de le démontrer aux clients. Et donc aujourd'hui, oui. Le premier mois du démarrage d'une telle solution, non, on n'a pas immédiatement les gains parce que déjà il y a des délais de recouvrement qui sont longs et on ne comptabilise le gain que quand l'argent est arrivé sur le compte de notre client assureur. Mais oui, en tout cas, le gain est supérieur au coût. Donc c'est l'essentiel. Et comme de toute façon, il faut le mettre en œuvre dans le cadre réglementaire, voilà, l'important, c'est qu'on gagne plus que ce que ça coûte. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de coopération entre les acteurs sur ce sujet, que ce soit les acteurs complémentaires ou même avec le régime général? Il y a une demande forte de travailler avec l'assurance maladie sur ces questions-là. C'est évident. Il y a beaucoup de cas où nous, assureurs, quelque part, on est obligé de suivre le régime obligatoire, dès lors qu'il y a eu un remboursement qui est passé avant par le régime obligatoire. Donc oui, il y a une vraie demande de s'améliorer collectivement sur ce sujet. C'est évidemment un sujet commun à tous. Après, il faut qu'on trouve les bons leviers, parce que ce n'est pas évident de partager de l'information dite sensible, et évidemment sensible. Donc c'est déjà pas toujours évident de collaborer dans des cas plus classiques. Celui-là est de fait un cas particulièrement complexe. Vous êtes d'accord? Oui, on pourrait avoir plus d'échanges. On le fait, par exemple, entre opérateurs de tiers payants. Quand on détecte un professionnel de santé très performant dans la fraude, on le partage avec nos collègues. Tout à fait. Je ne suis pas sûre qu'on ait le droit, mais on le fait. Bon, je vous propose d'avancer et de parler maintenant plutôt de cybersécurité. C'est le prochain sujet. Alors, la directive européenne DORA va entrer bientôt en vigueur et va imposer de renforcer la résilience informatique dans les entreprises. Comment vous anticipez l'entrée en vigueur de cette directive chez Swiss Life? Alors déjà, sur la cybersécurité, évidemment, on n'a pas attendu DORA pour y travailler, c'est évident, c'est un de nos vrais sujets de préoccupation et même d'investissement. Depuis 4-5 ans, on a vraiment mis des budgets significatifs à notre échelle pour se prémunir contre les cyberattaques. Après, on est assez conscient que malheureusement, ça nous arrivera probablement un jour. Donc après, d'où le fait qu'on soit passé finalement aujourd'hui à une logique de résilience, pas tant à une logique que de se prémunir, mais aussi de savoir y répondre le jour où ça arrivera. C'est exactement la logique de DORA.
Donc on s'y prépare évidemment. Le fait que ce soit une directive de place nous aide, puisque de fait on va devenir plus exigeant vis-à-vis de nos prestataires, plus exigeant aussi évidemment vis-à-vis de nous-mêmes, mais ça va nous aider d'avoir un mouvement de place. Il est évident que ça va dans le bon sens. Après, il faut qu'on fasse attention à ne pas mettre de blocage inutile ou d'administratif inutile. Donc il faudra trouver le bon degré, le bon ajustement. CGLIM Assurance se place en tant que prestataire aux yeux de cette directive. Vous travaillez avec de nombreux assureurs. Comment vous anticipez l'arrivée de cette nouvelle réglementation, Catherine? Alors, on a étudié bien sûr ce que ça allait engendrer pour nous, et en fait on s'est aperçu que beaucoup de process qui sont inclus dans DORA, que ce soit la continuité d'activité, la sécurité, etc., sont déjà inclus dans des certifications ISO qu'on a déjà, notamment dans le cadre de l'infogérance des systèmes d'information pour nos clients. Donc on voit et on s'est démontré qu'on est déjà bien préparé. Pour autant, pour que ce soit encore plus visible, on a déjà entamé la démarche de se faire certifier également ISO 22301, qui est la certification sur le management de la continuité d'activité. On a été audité en février de cette année, alors avec un avis favorable, mais de la part des auditrices. Maintenant, il faut attendre le rapport final de l'AFNOR qui ne devrait pas tarder, ou des recommandations, des choses à mettre en œuvre. Voilà, mais bon, en tous les cas, on a anticipé, non pas parce qu'on considérait qu'on n'était pas prêt, qu'on avait encore beaucoup de choses à faire, mais plus pour que ce soit visible, voilà, pour rassurer nos clients et que ce soit factuel, parce qu'une certification ISO AFNOR, voilà, c'est factuel et donc ça rassure tout le monde. Donc DORA, même pas peur? Non. Ok, on peut maintenant parler d'épargne. Alors, Swiss Life a été un des précurseurs dans l'apéisation de la relation avec les apporteurs dans le domaine de l'épargne. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui de cette stratégie? Où en êtes-vous? Alors, on en est très satisfaits, très contents. Donc, juste pour vulgariser un peu le terme, l'API, c'est la technologie qui nous permet d'avoir des apporteurs, des CGP, des courtiers qui utilisent leur propre front et qui appellent notre back-office pour éviter la transmission papier ou autre. Et donc digitaliser, on va dire, nos liens avec les apporteurs, quand bien même ils n'utilisent pas notre portail apporteur. Donc ça marche très bien. On travaille aujourd'hui avec 7 partenaires qui utilisent nos API, qui représentent plus de 30% de nos souscriptions et plus de 40% de nos versements. Donc ça commence à devenir significatif. Disons que ça nous aide vraiment sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que ça crée vraiment une relation de confiance et dans le temps avec le partenaire. Le partenaire avec lequel on travaille en API, on sait qu'il va rester avec nous. On investit vraiment dans la durée et ça, c'est un très bon signe. Ça nous gagne évidemment en efficacité opérationnelle, ça c'est absolument certain. Et ça nous permet aussi de mieux maîtriser le parcours dans le front, parce qu'on a une certification du parcours aussi, et d'être sûr de la qualité des données que l'on reçoit, de mettre les contrôles aux bons endroits, et dans toute la logique LCBFT qui encadre notre activité d'assurance vie, c'est essentiel. Alors, comment se traduira cette stratégie par la suite? Qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochaines années? Alors, on a un catalogue qui doit s'étoffer. On a évidemment démarré par la souscription, derrière on a les versements, puis on a tous les différents actes de gestion qui s'incrémentent progressivement, tout ce qui est connaissance client et autres. Donc ça, c'est pour avoir vraiment le catalogue complet, on va dire, sur la vie. On doit aussi rentrer dans une logique de faire vivre ce catalogue, parce que comme on est encore dans les premières années de vie, on n'a pas encore vécu des changements majeurs de produits, de parcours de souscription, etc. Donc ça va nous demander aussi des efforts dans le temps. Et puis évidemment, on songe aussi à mettre de l'API sur d'autres métiers, comme la santé ou la prévoyance. Ça va changer vraiment les choses si vous apaisez ces activités? Très honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas une grosse appétence sur le monde du courtage santé.
on n'a pas beaucoup de demandes, raison pour laquelle on n'y est pas encore allé aujourd'hui. Maintenant, il suffirait d'un ou deux acteurs majeurs qui commencent, un ou deux courtiers qui commencent à vouloir utiliser leur front et à nous appeler. Comme on n'aura pas forcément envie de les perdre, on pourrait être amené à se développer aussi sur ce marché-là. Catherine Abivin, qu'est-ce que vous en pensez de l'évolution des API dans le marché de l'assurance? C'est devenu, on va dire, quelque chose d'indispensable. Et puis précédemment, on parlait beaucoup de web services ou d'API, mais en tout cas c'était des choses très unitaires, type mettre à jour une adresse, un RIB, etc. Aujourd'hui, ce qu'il faut développer, c'est un acte de gestion complet, un process complet. Donc sur le même type d'exemple que l'assurance vie, en santé prévoyance, on fournit une API par exemple pour tarifer dans un outil d'aide à la vente, alors soit un outil que nous on met à disposition de nos clients, soit l'outil du client, sur la base de ce que contient le produit de gestion, ce qui permet d'avoir exactement le même prix au centime près que celui qu'on va appeler au client derrière. Parce que historiquement, il y avait quand même beaucoup d'outils d'aide à la vente qui avaient leur propre mode de calcul. Puis une fois que ça arrivait en gestion, il y avait un écart, ne serait-ce que d'arrondi. Donc ça, c'est sur la partie souscription. Sur la partie plus self-care, je peux prendre un exemple sur une simulation, par exemple, de remboursement de prestations. C'est-à-dire un assuré qui veut voir sur l'extranet assuré combien il va être remboursé si il va prendre une chambre particulière à l'hôpital ou s'il veut changer ses lunettes. Là, on a développé un API très complet, en fait, qui va aller vérifier que la personne qui interroge, qui pose cette question par son espace assuré, il a des droits déjà à la date des soins, par quelle garantie il est couverte, mais aussi quelle consommation antérieure il a déjà réalisée sur le produit, l'acte, on va dire, sur lequel il pose la question. Donc, en fait, c'est un acte de gestion complet qui est mis à disposition du portail de notre client pour son assuré et donc pour répondre comme le fera l'outil qui va calculer le remboursement ou qui va émettre une prise en charge dans la réalité pour qu'il n'y ait pas non plus cette fois-là de décalage. Voilà. Et ce n'est pas une idée de ce qui va être payé, c'est vraiment si dans les mêmes conditions la prestation est réalisée, c'est exactement le même montant qui sera payé. Voilà, donc c'est important. Merci pour tous ces exemples. Je pense que c'était assez imagé comme émission. On a appris plein de choses sur comment travaillent les acteurs de l'assurance en matière de technologie, d'APIsation, cybersécurité et autres. Je remercie nos invités pour cette émission et à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur News Assurance Pro.